Ami maire de la vallée de la Lys et d'un petit peu de la vallée de la Deule. Mesdames et messieurs, je suis heureux, comme chaque année, d'être à vos côtés pour cette cérémonie de vœux, de l'être dans cette superbe salle du complexe Lys Arena, que j'ai trouvée tellement belle que j'ai décidé, avec l'accord de votre maire, d'y organiser mes vœux de député, qui ont lieu chaque année dans une commune différente de la circonscription, qui auront lieu le 30 janvier ici. Je le dis parce que la tradition, c'est que bien sûr, les maires des 13 communes et des villes voisines qui nous accompagnent souvent soient présents et mettent à l'honneur un citoyen particulièrement méritant dans chacune des villes. Mais c'est aussi que la population de la ville y soit invitée. Donc j'en profite, je fais ma page de pub, monsieur le maire, pour inviter la population cominoise à ses vœux le 30 janvier prochain. Vous recevrez une invitation, vous verrez, avec une petite enveloppe de l'Assemblée nationale dans les 10 jours qui viennent. On y parlera un peu plus de sujets nationaux qui nous préoccupent tous, bien sûr, puisque le fil rouge de ces cérémonies de vœux qui démarrent 2015, ça doit être finalement d'avoir une obsession, c'est l'avenir des jeunes, représentés ici par le Conseil des jeunes de Comines, de nos familles et de la manière dont nous pouvons le préparer, cet avenir. Nous avons bien sûr beaucoup de peur et d'inquiétude face à la situation internationale, avec cette sauvagerie du terrorisme qui est en train de s'installer dans une partie de la planète. On appelle ça Daesh. En tout cas, le spectacle de la décapitation d'un guide de haute montagne qui n'avait rien fait d'autre que de se promener dans la montagne est un spectacle de retour en arrière des époques les plus sanglantes de ce qu'on a connu du temps des croisades ou des guerres de religion. En tout cas, c'est quelque chose de régressif et qui n'incite pas les jeunes générations à l'optimisme pour l'avenir. Nous avons de l'inquiétude pour la situation économique, même si la situation économique internationale se porte mieux dans certains pays. Les États-Unis ont réussi à se redresser assez vite finalement et vont avoir une croissance de 3% l'année prochaine. Même si la baisse du prix du pétrole est plutôt une bonne nouvelle à la fois pour les entreprises qui auront une facture moins salée et pour les particuliers qui vont retrouver un peu de pouvoir d'achat, ils en avaient bien besoin avec le problématique de la fiscalité qui n'en finissait pas d'augmenter. Même si l'inflation est très faible en France, les taux d'intérêt restent très très faibles. C'est donc le moment d'investir, monsieur le maire. Quand on a de l'épargne, c'est encore mieux. Or, il se trouve qu'en France, nous avons une épargne des Français très importante. Il suffirait de quelques outils fiscaux pour qu'elles puissent aider à développer un tissu de petites et moyennes entreprises qui est finalement une des clés du développement nettement meilleur dans le pays voisin qui est notre principal ami et concurrent, l'Allemagne, et qui réussit, chacun le comprend bien, mieux que nous. Donc on peut regarder le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, mais en tout cas, on s'aperçoit que dans un certain nombre de pays proches de la France, et qui vivent à peu près dans les mêmes conditions que nous, soumis aux mêmes contraintes que les nôtres, un certain nombre de pays ont réussi à faire des réformes importantes et profondes. C'est le cas par exemple du Canada, qui a réduit sa sphère publique de manière très importante en 6 ans seulement, et qui donc ne se trouve plus confronté, comme la ville de Comines d'ailleurs, avec son problème de dette et de déficit. Vous savez qu'en France, désormais, et ça ne date pas d'aujourd'hui, donc je mets plusieurs gouvernements en accusation en disant ce que je dis. Les derniers qui ont équilibré les budgets français, c'était Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre. Ça remonte à 1974, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais en tout cas, quand la France a 100 € aujourd'hui de dépenses à faire, elle a en face 80 € de recettes, qui proviennent pour l'essentiel des différents impôts, et il y a 20 € qui manquent. Les 20 €, on les finance comment? Par l'emprunt et par la dette. Ça veut dire qu'on finance notre fonctionnement courant par l'emprunt et par la dette. On dépense donc plus que ce qu'on gagne, et au bout d'un certain temps, ça aboutit
à la situation dramatique dans laquelle se trouve notre pays, une dette de 2000 milliards d'euros, qui a encore augmenté de 100 milliards cette année. Heureusement que les taux d'intérêt sont très bas. Le jour où ils remontent, c'est une catastrophe pour notre pays. Et la France peut devenir la Grèce et entraîner toute l'Europe dans une nouvelle crise monétaire, financière et donc économique et sociale. Je dis tout ça parce que, en même temps, dans certains pays, j'ai cité le Canada qui a réussi avec une réforme très courageuse, finalement qui s'est attaquée surtout aux hautes sphères de l'État, à la haute fonction publique de l'État, qui a supprimé les doublons, qui a supprimé toute une série de ministères. J'en parle à l'aise, j'ai été ministre. Ce qui coûte cher, c'est pas tellement le ministre, c'est son ministère. Et quand vous avez 45 ministres dans un pays, ben ça coûte nettement plus cher que si vous en aviez seulement 15 et qu'on les fixait définitivement dans la Constitution et qu'on réduisait le train de vie des différents ministères. Nous pouvons le faire en France. Et nous pourrions sérieusement réduire une haute fonction publique d'État. Je ne mets pas en cause tel ou tel individu, mais le système dans lequel nous nous trouvons, qui considère, et j'en ai fait l'expérience, qu'elle est plus importante que les élus politiques et que, quelles que soient les alternances, de toute manière, elle continuera à faire passer sa pensée unique. Je le dis parce que votre mère, à juste titre, a commencé son propos sur quelque chose qui est scandaleux pour l'avenir de nos jeunes, qui s'appelle la remise en cause des réseaux de réussite scolaire au collège de Comines, et qui est un sujet que moi j'ai beaucoup travaillé il n'y a pas si longtemps quand j'étais ministre de la Jeunesse. Et je l'ai fait, je le dis objectivement, la main dans la main avec la région Nord-Pas-de-Calais et son premier vice-président actuel, et nous avons mis en place un plan de lutte contre le décrochage scolaire. Et donc on était il y a 4-5 ans. Depuis ces 4-5 ans, grâce à ce plan qui en fait mutualise les moyens pour éviter que les jeunes qui sont absents de l'école ou qui décrochent de l'école et qui forcément partent dans une spirale dramatique. J'ai fait le tour de France et j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans cette situation. Ça commence par l'absentéisme, ça continue par l'oisiveté, ça se finit souvent par la drogue et ça se termine toujours par le déclassement social. Les jeunes en question, nous en avons remis 20 000 en 4 ans dans le système scolaire. Et donc, ce qui était quelque chose qui existait depuis longtemps, mais qu'on a accéléré à Comines et dans les communes voisines de Vervic et de Quesnoy-sur-Dole et de Delémont, d'un réseau spécifique qui met les moyens pour essayer d'élever, de garantir, de s'occuper des enfants les plus fragiles, comme on s'occupe des fleurs les plus fragiles dans un jardin. Ce réseau met du temps à obtenir des résultats. Et donc 10 ans, c'est à peu près la durée au cours de laquelle on peut justement voir des résultats très importants. Et priver ce collège qui a eu d'excellents résultats, qui a réussi à se redresser, et où les élèves les plus en difficulté étaient justement mieux accueillis, de moyens au nom d'une régulation et de gens qui sortent du système et d'autres qui vont rentrer dans le système, est quelque chose de tout à fait incohérent. Je regrette avec votre mère que malgré nos interventions multiples et répétées, on a eu l'impression d'être écouté, mais jamais d'être entendu. Et nous n'abandonnerons pas ce combat, et je ne désespère pas que dans les années qui viennent, nous puissions inverser la tendance là-dessus. Préparer l'avenir de nos enfants, ça doit être notre obsession. Alors bien sûr, il y a toutes ces mauvaises nouvelles qu'on peut annoncer, il y a aussi toutes les bonnes nouvelles. Et Alain de Tournay en a cité notamment au niveau de l'intercommunalité. La métropole européenne lilloise, qu'on appelle MEL désormais, c'est une vraie opportunité pour nous. Vous avez vu dans la presse que nous allons devenir, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais enfin c'est comme ça, une région de 6 millions d'habitants, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. La métropole lilloise, ça représente un peu plus d'1 million d'habitants dans ces 6 millions d'habitants. Elle va acquérir, Alain de Tournay vous l'a dit, des compétences supplémentaires, notamment le tourisme. Rien ne nous empêche aujourd'hui de devenir la Bruges du nord de la France et d'avoir une politique touristique beaucoup plus avancée, puisqu'on se rend compte que le Vieux-Lille, les différents circuits qui se font autour de nos rivières, souvent autour de la Deule, autour de la Lys, sont des circuits qui nous permettent d'attirer de très nombreuses personnes venant de l'étranger. On s'en est rendu compte, par exemple, pendant la Coupe Davis, où les Suisses qui sont venus chez nous ont découvert cette métropole lilloise, pour ceux qui ne la connaissaient pas,
et ont envie d'y revenir. Donc ce sont des politiques qui peuvent créer des dynamiques, qui peuvent créer de l'emploi et qui peuvent contribuer bien sûr à valoriser les paysages et les communes qui composent notre secteur. Et puis, une autre bonne nouvelle, c'est qu'avec le poids considérable que va avoir cette métropole qui sera la locomotive de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, évidemment qu'elle restera la capitale de cette région, quels que soient les résultats des élections, et que c'est cette turbine, cette locomotive qui doit entraîner toute la région. Et c'est un peu stupide de dire on va mettre les élus à Lille, on va mettre les services administratifs à Amiens ou à Arras, comme on a fait avec le Parlement européen, vous savez, un petit coup à Bruxelles, un petit coup à Luxembourg, un petit coup à Strasbourg, résultat ça coûte très cher, en déplacement c'est pas efficace. Donc c'est bien Lille qui va être le cœur du dispositif, et nous devons réfléchir à essayer, puisque notre salut ne va pas forcément venir d'en haut, où on voit bien qu'un certain nombre de rigidités, d'immobilisme empêchent de développer un certain nombre de choses, notre salut viendra plutôt de nos initiatives ici sur le terrain à la proximité. Cette métropole européenne de Lille, c'est comme un orchestre. Elle est composée de multiples instruments, mais elle rend une harmonie qui est beaucoup plus forte que chacun des instruments pris séparément. Et c'est vrai que Pierre Monroy avait voulu que Lille, petite cité de province, devienne une grande métropole européenne. C'était il y a 20 ans. Il y a 10 ans, je suis allé présenter une loi sur le district européen transfrontalier, qui a créé donc une entité dont fait partie votre maire et la plupart des maires de la vallée de la Lys ici, avec nos amis Gilbert, Deleu et les maires du côté belge, qui s'appelle la métropole transfrontalière. Pierre Monroy l'a fait voter au Sénat à l'unanimité, je l'ai fait voter à l'Assemblée à l'unanimité. Et nous avons réussi à créer, là aussi, une dynamique très importante, puisque nos amis belges, qui sont aussi nos voisins, se rendent bien compte que beaucoup de choses peuvent se faire en liaison avec la force de cette métropole. Et nous, Français, nous nous rendons bien compte que nous avons beaucoup de leçons à prendre sur une certaine flexibilité, une certaine efficacité de nos voisins belges, notamment en matière de développement économique et d'emploi. Donc tout ça va dans le très bon sens. Et il faut qu'on conforte cette grande métropole européenne et qu'on essaie d'aller plus loin. Comme Alain, qui est vice-président chargé de l'eau, moi j'ai repris la charge, qui était déjà la mienne sous Pierre Monroy, d'écrire la stratégie future de cette métropole pour dans 10 ans. On a donc réussi la première étape. Le décret vient de sortir hier, qui crée cette métropole européenne de Lille. Et la deuxième étape, c'est de la conforter, de lui donner, au-delà des fondations, des structures, un toit et un avenir. Et j'ai donc la difficile mission d'écrire ce projet, cette feuille de route stratégique. Je le fais en allant voir les maires dans tous les secteurs. Je serai d'ailleurs chez toi, Alain, avec nos amis, le maire de Bousbecq, le maire de Lincel et le maire de Vervic, ici à Comines, pour parler de vos sujets. Quand je regarde les choses par rapport à là où je les avais laissées il y a quelques années, je m'aperçois que nous avons pris beaucoup de retard. Et que sur les 5 sujets qu'on avait listés avec Pierre Monroy, au-delà des différences partisanes, et c'est comme ça qu'on avance, comme étant les principaux, c'est-à-dire faire de Lille une métropole aux fonctions internationales, ça y est, c'est réalisé. L'université, Lille 1, scientifique, Lille 2, le droit et la santé, Lille 3, les littéraires, vont enfin fusionner. Et cette fusion des 3 universités publiques, avec à côté la première faculté catholique de France, va nous donner les moyens de créer une grande université de la métropole européenne lilloise qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc la fonction internationale, avec le croisement des TGV à Lille, tout ça se porte bien. L'autre objectif, c'était la qualité urbaine et la qualité architecturale et tout ce qu'on peut faire pour faire de Lille une métropole d'excellence en matière de développement durable et de qualité urbaine. Ça va plutôt bien. Et la solidarité entre les territoires, ça laisse à désirer. Un certain nombre de territoires, notamment la vallée de la Lys, ont été trop longtemps laissés de côté alors qu'ils ont contribué, vous le savez bien, à la richesse industrielle de notre métropole et qu'il fallait lui donner les moyens de redémarrer. Je pense que c'est en cours, et notamment avec les politiques menées par les maires pour le développement économique. Ce qui ne va pas bien, c'est le développement économique, justement. Et c'est ce qu'on peut appeler l'accessibilité de la métropole, la thrombose de la métropole aux heures de pointe en termes de circulation.
et de transport en commun. Et c'est donc sur ces deux sujets qu'il faut appuyer et mettre l'accélérateur. Le premier, et je voudrais en dire un mot ici, c'est qu'on ne peut pas, dans une situation de crise comme celle que nous connaissons, continuer, alors qu'on a des maires entrepreneurs, des maires entreprenants, qui reconvertissent des friches industrielles, qui vont de l'avant, qui font un certain nombre de choses très importantes pour le logement, parce que si nous arrêtons de construire des logements, c'est nos villes, Alain de Tournai l'a expliqué très bien, je n'y reviens pas, qui régressent, puis ça vous coûterait plus cher en impôts, parce que si la population diminue,